Merci pour vos applaudissements, pour cette belle vidéo qui nous tournait le dos. Je vais me lever pour vous voir mieux. Je m'appelle Marie-Caroline Missire. Je suis ravie d'animer cette session réservée à l'éducation pour ces débats autour du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Je suis aujourd'hui directrice du développement de DigiSchool, qui est une plateforme d'outils et de services en ligne pour les jeunes. On est dans le domaine de la EdTech, donc du numérique éducatif. Et j'ai auparavant, c'est une des raisons de ma présence parmi vous, une carrière de journaliste spécialisée en éducation. Voilà, donc je suis passée des médias à l'éducation numérique, donc je suis aussi très engagée sur les questions qui nous occupent aujourd'hui. Et on a beaucoup de chance de se questionner ensemble sur ce thème des transitions appliquées à l'éducation, puisqu'on a un panel qui va nous permettre d'explorer les différentes facettes de ce thème, de naviguer entre le monde de l'entreprise, le monde de l'économie numérique, celui des grandes écoles et de l'enseignement supérieur, le monde de l'éducation alternative, le monde associatif également. Et nous allons pouvoir croiser ces regards et surtout, je l'espère et je vous y invite très sincèrement, échanger ensemble, questionner nos invités sur un thème qui est très large et qu'on va essayer au fur et à mesure de nos échanges de qualifier un petit peu mieux, de spécifier, de détailler pour en interroger vraiment toutes les dimensions. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Nous accueillons une dernière intervenante qui, je l'espère, ne va pas tarder à nous rejoindre. Alors, nous avons avec nous Esther McNamara, qui remplace, et je l'en remercie au pied levé, Pierre Dubuc, qui est le fondateur d'Open Classroom, une entreprise de la EdTech également, qui a beaucoup grossi ces derniers temps. Esther McNamara, vous êtes vice-présidente en charge notamment du secteur public, avec une carrière dans la fonction publique, dans la haute fonction publique derrière vous. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Valérie Godard, qui nous rejoint aussi in extremis sur cette table ronde, je la remercie, qui est en charge d'un secteur passionnant au sein d'MJ et qui a développé le lab et toutes les nouvelles modalités d'interaction entre les salariés, de formation, etc. Vous nous présenterez également ce projet. Vous êtes en charge de la culture et de la diversité au sein d'MJ également, donc beaucoup de casquettes et une grande palette d'interventions. Nous accueillons également Nicolas Grosswechter, qui est à la direction des entreprises au sein de Kedge Business School. Kedge Business School, que vous connaissez bien sûr, qui est une grande business school française implantée à Marseille, dans de nombreuses autres villes françaises et à l'international. Et vous avez notamment contribué à développer, à faire évoluer une plateforme qui s'appelle BeYou, qui est une plateforme qui permet aux étudiants d'acquérir les soft skills, ces compétences douces que nous détaillerons ensemble, très engagée également sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Merci. Et enfin, Caroline Sost, qui est fondatrice d'une école d'un nouveau genre, une école alternative, qui va ouvrir bientôt un collège et qui accueille près d'une centaine d'élèves aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous également. Et nous allons ensemble, donc, est-ce que Salomé Berliou est arrivée ? Je vous la présente quand même parce qu'elle va sûrement nous rejoindre. Salomé Berliou. Alors, présentons-la, comme ça lui donnera un rayonnement encore plus fort et une arrivée annoncée. Salomé Berliou, qui est la fondatrice de Chemin d'avenir, qui est une association qui accompagne les jeunes, notamment issus de territoires ruraux ou éloignés des grandes métropoles, dans leur questionnement d'orientation et d'insertion professionnelle et de parcours dans l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, transition éducative, de quelle transition parlons-nous aujourd'hui ? Vous interrogez au cours de ces 2 jours sur les transitions environnementales, bien sûr, les transitions écologiques, les transitions politiques, les transitions numériques. Et toutes ces transitions-là, elles impactent le secteur de l'éducation. Comment elles l'impactent ? Comment les acteurs qui sont avec nous s'emparent de ces questions pour en faire des projets, des propositions de valeur, des services supplémentaires ? Est-ce que l'éducation n'est pas aussi un secteur qui résiste à ces transitions ? Ou alors est-ce que l'éducation est en première ligne et doit s'imprégner de ces transitions pour être un petit peu la pointe avancée de ces changements sociétaux qui expliquent votre présence parmi nous pendant ces 2 jours ? Voilà, ce sont des questions très vastes qu'on va essayer de prendre à bas le corps pendant
pendant nos débats. J'ai envie de commencer par le face-à-face pédagogique, qui est peut-être au cœur de ce qu'on appelle l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Qu'est-ce que c'est que transmettre? Est-ce que le monde dans lequel on vit peut encore supporter une éducation telle que nous l'avons connue, nous, quand nous étions sur les bancs de l'école, il y a 10 ans, pour ma part, vous vous en doutez, mais voilà. Ne rigolez pas. Alors, est-ce que ce face-à-face pédagogique traditionnel, il n'est pas remis en question? Est-ce que les parents n'ont pas besoin d'autres modèles? Est-ce que les enfants qui sont captivés par les écrans, captivés par leurs ordinateurs, qui ont l'habitude d'instantanéité, demandent d'autres façons d'être formés, d'autres façons d'apprendre? C'est peut-être ce qui a motivé, en tout cas, vous allez nous le raconter, votre aventure entrepreneuriale et cette naissance d'une nouvelle sorte d'école avec le projet que vous menez à bras-le-corps, Caroline Sost. Ah oui. Donc bonjour à tous, Caroline Sost. J'ai créé donc en 2007, donc il y a 13 ans, une école qui s'appelle Living School dans le 19e à Paris, qui accueille des élèves de la maternelle jusqu'au CM2, et nous ouvrons à la rentrée prochaine la 6e et la 5e. Et effectivement, ce qui m'a amené à créer cette école il y a 13 ans, c'est le constat qu'il allait falloir aller très vite vers une transition. Et c'est passé par une transition d'abord personnelle. Je fais ce petit clin d'œil parce que je pense que notre positionnement intérieur est tellement important dans la façon dont nous vivons les transitions. Moi, je suis une ancienne cadre. J'ai fait une grande école de commerce. Donc, on dirait que j'ai été plutôt bien formatée pour fonctionner dans du très classique. Et au bout de quelques années dans un grand groupe, je me suis posé la question du sens et je me suis surtout dit, je ne vais pas tenir 40 ans comme ça ne va pas le faire. Et j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin une femme qui avait créé un mouvement qui s'appelle le leadership éthique. Et qui posait clairement la question du sens. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de sens. Et je me suis même demandé pourquoi on n'avait pas cette occasion de rencontrer ce genre de questionnement avant de démarrer une activité professionnelle. Et c'est ce qui m'a amenée à créer Living School il y a 13 ans, avec ce questionnement sur comment faire en sorte, par l'éducation, de répondre aux réels enjeux du monde. Pour moi, l'enjeu de transition, il est énorme, il est à très court terme. On a Antonio Guterres de l'ONU qui nous a rappelé il y a 1 an et demi, qu'on avait 2 ans pour changer les choses et éviter d'impacter fortement l'humanité et même la présence sur Terre de l'humanité. Et pour moi, c'est très important qu'on forme les enfants à cela. Et donc, la façon dont nous le faisons à Living School, c'est que nous travaillons sur le savoir-être. Pour moi, le savoir-être, c'est le cœur du réacteur. Avoir confiance en soi, avoir un bon relationnel avec les autres, savoir s'affirmer plutôt que réagir. Ça, ce sont des compétences clés dont nous allons avoir besoin par rapport aux enjeux qui se présentent à nous. Et donc, nous faisons une formation au savoir-être, que nous faisons parce que nous nous formons nous-mêmes, parce que nous travaillons sur nous en profondeur pour apporter le meilleur aux enfants. Et puis, un deuxième axe chez nous très important, je ne développe pas trop parce que je laisse du temps, c'est l'éco-citoyenneté. C'est de se dire que les enfants ils ne doivent pas, il n'y a pas d'obligation, mais ont besoin d'apprendre dès aujourd'hui à conduire des projets et à conduire des actions pour pouvoir apporter un mieux dans la société. Moi, ce que je souhaite en tant que fondatrice d'école, c'est que mes élèves plus tard cherchent du sens dans leur métier et voient comment contribuer à leur niveau positivement à la société, positivement à l'humanité. Et c'est ce que nous faisons à Living School. Donc avec des enfants de 3 à 11 ans qui conduisent ce qu'on appelle des projets pour la planète, donc qui apportent des solutions par rapport à la faim dans le monde, par rapport à la déforestation, mais ça peut être aussi donner un coup de main au monsieur SDF du quartier, ça peut être aller replanter très concrètement des arbres à Vincennes le 28 janvier. Donc voilà, on fait des choses très concrètes où les enfants trouvent de la joie et de l'élan à contribuer positivement à la société. Et puis, on embarque avec nous les parents, parce que un enfant, dans sa façon d'être, il est aussi le résultat d'une éducation. Et les parents sont, en tout cas ceux qui nous rejoignent, on les trouve pas mal en questionnement par rapport à leur façon d'être parents. Et donc nous les accompagnons avec des ateliers d'aide à la parentalité sur des questions comme l'autorité, sur des questions comme la confiance en soi, de manière à leur permettre de s'épanouir d'abord eux-mêmes en tant que parents, parce que l'important c'est d'abord de prendre soin de soi et d'être bien soi, pour pouvoir ensuite épanouir leurs enfants. Donc on est sur ces 3 axes, le savoir-être,
l'éco-citoyenneté, l'école des parents et aussi une école des adultes, puisque nous formons des professionnels de l'éducation. Donc on a un rayonnement bien plus large que notre simple école, puisqu'on intervient dans des collèges, dans des lycées, pour former des adultes. Et une question sur le modèle de cette école. On est, donc j'imagine, c'est un modèle privé, oui. Associatif? Non, on est sur un modèle d'entreprise. Privé. En fait, moi, j'avais fait le choix du modèle d'entreprise de manière à pouvoir assumer pleinement la gérance de la structure, dans la mesure où dans le modèle associatif, j'aurais eu un CA. Enfin, c'est une question juste personnelle, mais on est une entreprise éthique. Dans nos statuts, il y a très clairement écrit que l'objectif, c'est pas le résultat financier, l'objectif, c'est le résultat humain, le résultat éthique. Et donc, on fonctionne sous une forme d'entreprise qui me va très bien, parce que je suis entrepreneur, et qui nous permet aussi d'être dans l'éthique et de contribuer. Avec des coûts de scolarité élevés? Alors, avec des coûts de scolarité élevés, mais avec la possibilité d'avoir... Ça veut dire quoi pour qu'on... Alors, on est sur du 8 000 €, autour de 8 000 € avec une classe verte, puisqu'on emmène nos élèves au contact de la nature une semaine par an, une classe verte incluse, et avec, pour les familles qui seraient démunies ou qui auraient des difficultés, la possibilité d'avoir des bourses par le biais d'une fondation. Donc moi, je draine du mécénat vers une fondation et qui permet à des familles d'avoir des soutiens. Donc on a une dizaine d'élèves boursiers sur 92 élèves. Est-ce que vous trouvez que cette démarche qui correspond à une attente de certains parents infuse dans l'éducation nationale? Est-ce que vous cherchez une reconnaissance de l'éducation nationale? Vous cherchez à diffuser votre modèle pédagogique un peu plus largement? Alors, bien sûr que nous cherchons à diffuser largement, dans la mesure où nous, on voit nos élèves arriver avec le sourire aux lèvres et l'envie de contribuer. Et je me dis que tous les élèves mériteraient ça. Donc, nous cherchons bien sûr à diffuser. Après, ce n'est pas toujours évident. Et dans les formations que nous faisons pour les professionnels de l'éducation, la majorité des gens qui s'inscrivent sont des gens de l'éducation nationale. Donc, c'est assez formidable de savoir que notre pédagogie, par le positionnement de ces gens qui sont sur une démarche volontaire, diffuse dans l'éducation nationale, dans des CLIS, dans des collèges, dans des lycées, dans des bacs pro. Enfin, on est hyper heureux de savoir que ça peut se diffuser comme cela. Après, on serait hyper heureux un jour d'être au PAF, au plan académique de formation d'une académie. Ça, oui, on serait super heureux de pouvoir vivre ça. Ça viendra. On reviendra dans notre conversation sur votre modèle et puis sur la façon dont il peut peut-être être plus largement déployé, expérimenté. Alors, Nicolas Grosbecher, c'est un hasard que vous soyez à côté, mais on va progresser un petit peu dans la chaîne de l'enseignement, puisque là, on va arriver dans l'enseignement supérieur. Les étudiants que vous accueillez aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à être formés, là encore, je le disais tout à l'heure, de la même façon que nous avons été formés? Ils sont en demande de quoi? Ils sont au cœur de transition qu'on vient d'évoquer. Ils sont en demande d'un engagement environnemental, sociétal de leur école. Ils sont en demande d'autres pratiques, d'autres modes de formation. Comment une école comme la vôtre, à la fois, s'adapte à la demande de ses étudiants, tout en les préparant à l'insertion professionnelle et aux besoins des entreprises qui sont représentées par Engie aujourd'hui sur notre table ronde. Bonjour. Alors moi aussi, je vais faire mon pitch école. Et puis ensuite, je réponds à la question. Non, je vais faire très vite. Dans Catch Business School, nous sommes une école ancienne. Vous connaissez peut-être pas le nom d'ailleurs, parce qu'on s'appelle comme ça depuis 2012 ou 2013, mais ce sont les anciennes ESC de Marseille et de Bordeaux. Donc là, c'est souvent déjà plus clair. Et donc, on forme un groupe aujourd'hui qui forme plus de 12 000 étudiants par an. Donc, tous les étudiants n'ont pas les mêmes attentes en arrivant à l'école. Bon, ça, c'est certain. Il y en a qui sont très engagés sur la RSE. Ce n'est pas les mêmes modes de recrutement. Il y a des étudiants qui débutent leur parcours après le bac chez nous en post-bac. On a les classiques étudiants de classe prépa, des admissions parallèles à bac plus 2, bac plus 3, de la formation continue pour les adultes, des masters spécialisés entre les deux. Donc, il y a beaucoup de typologies d'étudiants. Dans ceux qui nous intéressent peut-être un peu plus aujourd'hui et dont on va parler, on parle vraiment de formation initiale, donc ceux qui arrivent après avoir fait le lycée que vous lancerez dans 4 ans. À peu près, ou la classe prépa dans 6. Donc ces étudiants-là, ils arrivent chez nous dans un classique parcours programme grande école que vous avez connu sous le nom de SC. Et ce qui est important pour nous, c'est que ça fait maintenant 15 ans ou 16 ans que Kedge, sous les anciennes formules, a développé un dispositif qui s'appelle le dispositif BU. Et on discutait à midi avec notre présidente qui disait qu'il faut aussi qu'on l'appelle Be We. Alors, je ne suis pas très anglais, mais Be You non plus. Donc, l'idée de Be You et Be Yourself, dont émane ce nom, c'est qu'on va
accompagner les étudiants de leur entrée à la sortie et au-delà sur la connaissance de soi avant d'aller définir un parcours pro et des orientations et des spécialités. Là-dedans, c'est un dispositif transverse, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas uniquement avec le classique, tu vas choisir ta majeure et ça va être de la finance. On va dire, avant d'aller choisir une majeure en finance, quelles sont tes aspirations profondes? Sur quoi est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu as vraiment envie de partir sur de la finance pour faire de la finance? Parce que la finance, c'est gagner beaucoup d'argent dans l'idée de certains. Après, il y a de la finance responsable, on en gagne un peu moins. Puis, c'est l'idée d'un peu plus d'individualisation. C'est bien sûr ça. Cette démarche. Et c'est surtout la question de s'accompagner soi-même en étant accompagné pour définir un parcours qui nous corresponde. Parce que ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on choisit une voie parce qu'on vous a dit de choisir cette voie. On ne vous a pas dit pourquoi est-ce que vous voulez choisir cette voie. Et on ne vous a pas invité à vous poser les questions. Donc ça, c'est une chose que nous, on fait au sein de Kedge depuis longtemps, en atelier, en coaching individuel. Et l'idée, c'est de permettre à ces étudiants de savoir pourquoi ils veulent s'engager dans une voie. Et à partir de là, une fois qu'ils ont identifié ces aspirations et ces raisons pour lesquelles ils vont s'orienter plutôt vers un secteur, un métier, de leur permettre de tester la chose. Alors bien sûr, il y a les stages, mais surtout, et c'est là qu'il y a aussi une différenciation sur l'accompagnement et les moyens mis en œuvre, via l'expérimentation dans des projets individuels ou collectifs qu'on appelle chez nous des projets. On sent bien le lien dans la vision pédagogique, dans la démarche entre vos deux interventions. On est quand même dans une démarche projet, engageant oui, évidemment. Étudiants, etc. Là où il y a peut-être une toute petite différence, c'est que nous, normalement, notre objectif, alors même si, bon, c'était toujours mieux avant, mais nous, normalement, on a récupéré, entre guillemets, des étudiants qui sortent du bac au moins et qui donc sont plus sur les premiers pas d'éducation. Et donc, notre vocation, c'est quand même de former des professionnels qui vont pouvoir bosser dans un milieu qui soit... un milieu pro, mais on n'est plus sur les premiers pas d'éducation. Après, la philosophie, c'est la même, c'est mettre chaque individu au centre. Ça, c'est ça. Alors, est-ce que ça correspond, à votre avis, aux attentes des étudiants? Est-ce que vous allez assez loin dans le processus? Parce que ces attentes évoluent aussi très vite, très fortement, en fonction du contexte dans lequel on se situe aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont plutôt... ils devancent ces évolutions ou ils sont plutôt réfractaires? Sur le fonctionnement, sur le contenu. Parce que quand on sort de classe prépa, on n'est pas tout à fait habitué à ce que vous décrivez là, ou quand on vient de faire toutes ces classes dans l'éducation nationale. Donc on peut aussi imaginer que des parents qui investissent des sommes importantes pour financer les études de leurs enfants soient un petit peu déstabilisés par le mode projet, ou les envoyer en stage la moitié de l'année, etc., etc. Peut-être qu'ils attendent des savoirs, des hard skills plutôt solides, et que cette idée de les embarquer dans une pédagogie plus ouverte, plus alternative, elle ne fait pas forcément l'unanimité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font des hard skills. Et bien sûr, la première mission de n'importe quelle école de commerce, c'est déjà de transmettre les hard skills. Et donc, ce qu'on rajoute par-dessus, c'est effectivement toute cette gestion et ce développement des soft skills, les compétences comportementales, la manière d'interagir, la connaissance de soi, etc. Ça, c'est des étudiants, ils sont demandeurs, évidemment, au départ. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas envie de chercher à savoir ce qu'il veut faire, on peut l'accompagner autant qu'on veut. Si lui-même, ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc l'idée, c'est plutôt de lui mettre le pied à l'étrier en disant voilà comment est-ce qu'on va t'accompagner, voilà l'ensemble des offres et des dispositifs qui t'accompagnent. Et en fait, ils sont assez demandeurs, in fine, de bénéficier de la chose. Les parents, alors les parents, moi, très honnêtement, je ne parle pas beaucoup avec des parents, mais c'est parce qu'on parle avec des... Enfin, à partir du moment où ils sont majeurs, je ne parle plus avec les parents. Donc les parents, eux, ce qu'ils veulent, c'est, en règle générale, quand ils payent très cher des études et qu'ils prennent des études, c'est une insertion professionnelle réussie. Ça, c'est la première chose. Et la raison pour laquelle ils envoient des étudiants qui se trouvent être leurs enfants en école de commerce, c'est aussi parce que cette promesse est assez forte, ancrée et ancienne, de, à l'issue d'une école de commerce, tu vas trouver du travail. Ça, c'est certain. Et donc, nous, notre vrai sujet, c'est les attentes des étudiants à ce niveau-là, plus que de leurs parents. Alors, on voit que les transitions dans ce domaine de l'éducation, elles aboutissent à mettre l'individu un petit peu au centre du projet et à mixer finalement développement personnel et développement académique, savoir académique. C'est un peu tout l'enjeu auquel sont confrontés les établissements de formation aujourd'hui, quel que soit le niveau. Alors, j'ai à côté de moi Salomé Berliou qui nous rejoint. Alors, je vous ai présenté
Salomé, j'ai présenté Chemin d'avenir. Vous allez certainement compléter cette présentation. Alors, ce qui est intéressant avec votre présence, c'est qu'on va basculer par rapport à ce qui vient d'être dit sur un autre type de fracture, un autre type de transition, d'accélération dans la modernité, qui est celui des transitions et de la mobilité, en tout cas de la question territoriale. Le monde des écoles de commerce est un monde dans lequel on regarde l'international, on bouge, on fait des stages à l'étranger, etc. Vous accompagnez des jeunes qui ont peut-être des barrières, des freins, qui vivent des freins sur cette mobilité, des jeunes parfois éloignés des grandes métropoles. Comment vivent-ils ces transitions dont on vient de parler, cette accélération du monde, cette transition écologique, cette transition numérique, et comment ils se préparent à l'enseignement supérieur, puisque précisément les jeunes que vous accompagnez, c'est des jeunes qui se sentent freinés ou qui ne s'autorisent pas à faire ce pas-là. Et quelles sont les actions que vous mettez en place très concrètement ? Oui, bonjour, excusez-moi vraiment de mon retard. Peut-être qu'en vous disant 2 ou 3 mots de Chemin d'avenir, en fait, je vais répondre directement à la question posée. Donc effectivement, Chemin d'avenir, si je résume en quelques mots la mission de l'association, c'est permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Autrement dit, ouvrir pour eux et avec eux le champ des possibles et les rendre acteurs de leur parcours. Donc là, on se rejoint vraiment totalement pour répondre aux défis de ces jeunes, parce que nous sommes convaincus que chacun d'eux a du potentiel, que ce soit le potentiel de reprendre l'exploitation agricole de ses parents ou celui d'enseigner, le potentiel de devenir entrepreneur, journaliste, diplomate, ou un potentiel qui ne s'exprime encore par aucune vocation précise, mais qui ne demande qu'à émerger. Et de fait, l'action de Chemin d'avenir, elle part d'un constat que je connais bien pour l'avoir vécu moi, puisque j'ai grandi dans un territoire très très rural dans l'Allier. Ce constat, c'est le fait que les jeunes des zones rurales et des petites villes, et c'est plus d'un jeune Français sur 2 qui grandit en dehors des 25 grandes métropoles et de leurs banlieues, donc zones rurales, petites villes et aussi certaines villes moyennes, certaines zones pavillonnaires, certaines franges du périurbain. Ces jeunes-là, très souvent, cumulent les obstacles au cours de leur parcours. Donc vous disiez notamment les enjeux de mobilité. C'est un terme un peu à la mode en ce moment. On parle d'assignation à résidence, mais c'est effectivement un terme très fort, mais que je trouve très juste pour ces jeunes-là. Le manque d'information et de connaissance de soi, information concernant les filières possibles, les métiers qui existent et la connaissance de soi a fortiori, l'autocensure avec un côté très fort, c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, je ne peux pas prétendre à telle voie, tel métier. Le déterminisme social également, parce que très souvent ces jeunes-là cumulent les deux, la fracture digitale. Et en fait, ces obstacles, ils peuvent être en partie déjoués par le travail de l'éducation nationale, mais d'abord, ils sont très longtemps restés dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances. Ça a été vraiment un angle mort et il me semble que le ministère de l'Éducation nationale est en train de s'en rendre compte, raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer m'a missionné pour lui rendre un rapport sur ces sujets le mois prochain, sur les sujets orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Donc en partie déjoué par le travail de l'éducation nationale, mais à partir du moment où il y a des défis supplémentaires, ça appelle des dispositifs supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé cette association qui accompagne cette année sa 4e promotion de jeunes collégiens, lycéens et étudiants. Comment on fait concrètement ? D'abord, on accompagne les jeunes sur le terrain, donc dans les collèges, les lycées et dans leurs études supérieures quand ils en font, mais sur un seul critère, qui est le critère de la motivation. Pas de critère de notes, pas de critères sociaux non plus, même si de fait, parce que c'est aussi la France des fragilités économiques et sociales, on accompagne beaucoup de jeunes boursiers. Et donc le message qu'on fait entendre aux jeunes, à tous les élèves de 4e et tous les élèves de première de nos 39 établissements partenaires, quand on va les voir dans leurs établissements, c'est évidemment, vous n'êtes pas obligés de savoir ce que vous voulez faire dans 3 ans, et nous-mêmes à 25, 30, 35 ans, etc. On ne sait pas ce qu'on fera dans 3 ans, c'est un peu inquiétant, mais ça pour le coup c'est la vie. En revanche, on pense vraiment qu'il faut que vous vous empariez de la question de votre avenir à bras-le-corps, peut-être plus que d'autres au vu des défis que vous avez à relever. Et si vous le souhaitez, l'association peut être à vos côtés pour le faire avec vous. Et à partir de là, des jeunes donc, qui ont vraiment tous les niveaux scolaires, toutes les aspirations, qui vont seulement nous rejoindre sur le critère de la motivation, entrent dans l'expérience Chemin d'avenir qui s'inscrit dans un programme de 18 mois renouvelable par la suite, qui repose sur 4 piliers essentiellement, et là à nouveau on se rejoint, une méthodologie de découverte et de connaissance de soi innovante,
un par un individuel, des formations thématiques différentes et des opportunités en plus, notamment des offres de stages et de bourses par exemple. C'est vraiment une approche à 360 degrés autour des jeunes qu'on accompagne de façon à pouvoir lever progressivement chaque barrière psychologique et matérielle que ces jeunes peuvent rencontrer. Et ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est le fait qu'on travaille main dans la main avec l'Éducation nationale qui est notre premier partenaire. On est conventionné avec les rectorats et on vient il y a quelques semaines d'avoir l'agrément du ministère, avec les entreprises et les fondations d'entreprises, avec les collectivités, avec la société civile, les familles. On essaye vraiment d'impliquer, mais il faut dire que les jeunes qu'on accompagne sont plus jeunes, de façon à justement pouvoir accompagner ces jeunes de manière globale. Et donc, je vous passe les détails, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est à un moment donné de changement d'échelle dans le cadre de l'association. On a accompagné 100 jeunes dans une académie, 300 jeunes dans 3 académies, 500 jeunes dans 5 académies. Cette année, on est présent dans 8 académies et on accompagne 1000 jeunes. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir progressivement passer à l'échelle. Mais ce que vous disiez sur la mobilité, c'est vraiment très frappant. Moi, j'ai commandé il y a quelques semaines une enquête à l'IFOP que j'ai co-signée avec Jérôme Fourquet, vous savez, qui a écrit L'Archipel français, qui est vraiment sur la question de ces fractures territoriales, et avec Chemin d'avenir. Fondation Jean Jaurès, Jérôme Fourquet de l'IFOP et Chemin d'avenir. Et sur la question de la mobilité, en fait, à mon sens, ce sera notamment pour les jeunes la fracture du 21e siècle, parce que vous avez des jeunes qui de plus en plus peuvent profiter des possibilités offertes par la mondialisation, si on caricature, et qui peuvent circuler partout en France, voire à l'étranger, en Europe, et aller faire leur 3e année d'études à Singapour ou à New York, ou que sais-je, et des jeunes qui, d'un autre côté, non seulement perçoivent le fait que cette mobilité-là, elle est possible, qu'il y a des opportunités en plus, mais que pour eux, ces opportunités sont complètement interdites. Ce qui fait naître à la fois une non-réalisation de soi, ce qui a des conséquences économiques, sociales et politiques forcément très fortes sur le pays, parce que ça peut aussi faire naître une frustration qui, si elle est corrosive dans un premier temps, peut vraiment devenir explosive dans un deuxième temps. Alors, pour vous interroger un petit peu plus loin, vous avez aussi dans l'enseignement supérieur tout ce qu'on appelle des établissements de proximité. Des universités à taille humaine, qui ne sont pas forcément les grands pôles universitaires comme on peut les connaître en Île-de-France, je pense à Saclay ou autres, mais vous avez des universités de très bonne réputation qui sont des universités de proximité et qui peuvent être aussi d'excellentes voies de formation pour les jeunes. De la même manière, dans l'apprentissage, vous avez des CFA qui correspondent à une offre d'emploi du territoire. Est-ce qu'il ne faut pas forcément essayer de manier intelligemment à la fois ce besoin de mobilité et d'aspiration et d'ouvrir le champ des possibles, comme vous l'avez très bien dit, et en même temps ne pas priver ces jeunes qui peuvent en avoir le désir aussi de s'inscrire dans un territoire, de faire rayonner leur territoire et de revitaliser aussi des territoires par leur talent, etc. C'est une question qu'on a envie de vous poser aussi. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il existe vraiment des opportunités parfois sur les territoires, mais généralement pas toutes. Et si vous avez totalement raison, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire à la fois de réussir à créer des incitations à la mobilité pour que les jeunes qui ont envie de circuler et de bouger, et volontairement je dis bouger et pas partir, parce que si on leur dit partir, ils ont l'impression de trahir leur territoire, trahir leur famille, trahir leurs amis, et là ça peut avoir un effet contre-productif. Mais pour qu'ils puissent le faire, et puis pour que ceux qui ont envie de rester dans leur département ou leur région puissent le faire aussi, ce qui, pour des raisons évidentes liées notamment à l'emploi, à la désindustrialisation de certains territoires, etc., n'est pas forcément facile. Mais il y a des cas à la marge où tel ou tel jeune peut décider de se former, même quand il habite dans une zone très rurale, à 20 minutes de chez lui. Mais quand même, la réalité aujourd'hui, c'est quand même que si vous prenez un jeune lyonnais d'origine modeste, qui grandit donc dans le centre de Lyon, ou à la périphérie de Lyon, mais en tout cas à Lyon. Ses parents n'ont pas beaucoup d'argent et sont d'origine très modeste. Ils découvrent tout à coup par hasard le métier d'architecte, le métier d'ingénieur, mais y compris d'ailleurs le métier de chef cuistot, parce que vraiment chez Chemin d'avenir, on ne parle pas du tout que d'études supérieures. Donc par chance ou par persévérance, ils découvrent ce métier-là. Ses parents n'ont pas fait ça. Dans le cœur de Lyon, il pourra aller dans des salons de l'orientation, il pourra rencontrer des étudiants qui font ces études, il pourra rencontrer des professionnels qui exercent ce métier-là, et surtout, quand il fera une classe prépa ou qu'il ira à l'université ou que sais-je, il pourra rester logé chez ses parents, ce qui est un coût absolument significatif. Une seule famille sur 2 en France estime pouvoir payer un logement étudiant à ses enfants. Le même jeune que vous prenez à Mirecourt dans les Vosges ou à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, même situation socio-professionnelle, au moment de faire ses études, il sera
obligé de partir. Obligé. Ça peut vouloir dire aller à 3/4 d'heure de chez lui, à 1h30 ou à 5 heures. La situation est la même, avec des coûts en termes de transport, avec des coûts en termes de logement, avec une contrainte psychologique qui pèse sur ces jeunes. Vous avez notamment, entre les jeunes des zones rurales et les jeunes de l'agglomération parisienne, un écart de 20 points dans le sentiment d'être capable de faire des études ambitieuses. 20 points d'écart. Et vous avez, et c'est là où des systèmes de mentorat, notamment comme Chemin d'Avenir, mais comme bien d'autres, à destination notamment des jeunes des quartiers, peuvent faire la différence à mon sens. Vous avez un écart de 17 points dans le sentiment d'avoir près de soi un rôle modèle auquel se référer au moment de faire des études, entre les jeunes des zones rurales et les jeunes de l'agglomération parisienne. Donc il y a vraiment un travail à faire, et à mon sens, le premier travail, et c'est là où il y a une vraie évolution depuis 18 mois ou depuis 2 ans, et je m'en réjouis, même si je pense qu'il y a aussi un contexte politique qui a favorisé cette évolution-là, si je puis dire, avec notamment la crise des Gilets jaunes. Mais l'idée, c'était aussi de faire évoluer les représentations et de faire progressivement, sur ces sujets-là, changer légèrement notre carte mentale des inégalités, en admettant le fait que effectivement, la grande pauvreté, c'est dans les grandes métropoles. Effectivement, les jeunes des quartiers ont de sacrés défis à relever, et notamment des défis communs. L'autocensure, la question d'un décalage potentiel culturel, la question de l'accès à l'information, la question des enjeux financiers. Mais qu'il y a des millions de jeunes qui grandissent dans ces territoires-là, et pas uniquement des fils d'agriculteurs. On peut habiter à 2 kilomètres du périphérique et avoir les mêmes problématiques que celles que vous avez. Mais par exemple, la mobilité, c'est quand même pas pareil. Parce que vous pouvez rester chez vos parents et faire 3/4 d'heure de RER. Ça ne veut pas dire que vous le ferez. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est facile pour les jeunes de banlieue, évidemment pas. Mais en revanche, l'enjeu de la mobilité, c'est typiquement rural. Et d'autre part, la question des quartiers prioritaires de la ville a été, à juste titre, très largement prise en main, y compris par les pouvoirs publics, par les entreprises en termes d'ouverture à la diversité, par des associations très engagées qui font un travail incroyable depuis 15 ans. La question des jeunes des zones rurales et aussi des villes de 20 000 habitants. Un angle mort, hein, ou en tout cas à prendre en charge des politiques publiques. Alors, je fais la transition, pardonnez-moi Valérie Godard, parce que je vais revenir à l'entreprise. Vous allez suivre mon cheminement de questionnement tout à l'heure. Je vais me tourner vers Esther McNamara, parce que par rapport aux problématiques qu'on vient de poser, qui sont de l'ordre du développement personnel, de la connaissance de soi, de l'accès à l'information, de l'orientation, on arrive avec la transition numérique et son impact sur l'éducation à avoir aujourd'hui des plateformes comme Open Classroom qui proposent de se former à n'importe quel stade de son parcours, avec des parcours accessibles en ligne, du mentorat également, et donc qui peuvent répondre à certaines de ces problématiques. C'est-à-dire, est-ce que l'apprentissage en ligne, l'apprentissage distanciel, la possibilité de se former, de se reformer à des nouveaux métiers, ce n'est pas une partie de la réponse. Et c'est aussi une façon d'envisager autrement l'orientation tout au long de la vie. Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Question fascinante, passionnante. Merci pour tous ces points qui ont été évoqués. Je reviendrai aussi sur la question de la transition, qui est extrêmement importante et qui m'obsède. Donc je trouve que le thème de cette table ronde est particulièrement bien choisi. Alors rapidement, pour resituer Open Classrooms, ça a été créé il y a 20 ans. On a fêté les 20 ans. Ça paraît bizarre, mais donc par Pierre Dubuc et Mathieu Nebra en 1999, quand ils avaient 11 et 13 ans. C'était au départ un projet, enfin même pas associatif, c'était un projet d'adolescents qui découvraient Internet, qui ont eu envie de partager ce qu'ils apprenaient sur ce web naissant à leurs amis. Donc ils ont fait un site web où ils expliquaient comment créer un site web. Donc ça a plu à leurs amis, qui en ont parlé à leurs amis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est jusqu'à créer une communauté, la communauté du site du zéro, qui est très connue dans les métiers du développement, et qui rassemble encore aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes chaque mois. Donc, la particularité d'Open Classrooms, c'est que, donc, au-delà d'être initialement ce projet associatif et généreux de partage de connaissances, on est un établissement d'enseignement, on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte, avec pour mission de rendre l'éducation accessible.
Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que l'ensemble de nos contenus sont accessibles librement à tous. C'est-à-dire que c'est même pas gratuit, c'est libre. Vous voulez le prendre, vous voulez capturer une vidéo, prenez-la. On est vraiment dans la logique du Web 2.0. On cherche des partenariats, on cherche des relais, et on sait que notre croissance, donc la transition, elle dépend aussi de la manière dont nos contenus sont partagés. Et donc on le fait aussi avec cette générosité-là. C'est aussi un CFA depuis 2 ans, et ça a été une des grandes ruptures, une des grandes innovations. Donc on peut aujourd'hui démarrer un apprentissage chez Open Classrooms dans les métiers de la tech, mais aussi dans les métiers impactés par le numérique, donc les métiers des ressources humaines, bientôt les métiers de la vente, les métiers, voilà, plein de métiers, une 50aine de métiers. Voilà, donc on est tout ça. Tout ça à distance, qu'on comprenne bien. Tout ça à distance. Donc c'est d'abord une plateforme qui est accessible librement, gratuitement, et le modèle économique repose sur un accès payant aux parcours qui sont diplômants. Et donc, on prend des gens à partir du niveau bac, infra-bac, et on construit des chemins en fonction de leurs appétences, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fonction de leur rythme aussi, parce que tout est adapté. On les met dans des communautés aussi. C'est assez important de se rendre compte qu'on a un campus en ligne énorme. On a des gens qui se sont mariés, comme dans n'importe quelle école. Et donc, il y a des interactions humaines. Et évidemment qu'on est peut-être une des solutions. Alors, il y a les zones rurales, mais au-delà de ça, il y a l'Afrique, quoi. Enfin, il y a toute la francophonie. L'enjeu de la connaissance, de l'éducation, il dépasse évidemment la sphère nationale, et je suis très heureuse de pouvoir en parler ici à l'OCDE, parce que je sais bien que dans l'audience, il n'y a pas qu'une audience française et parisienne. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience que la révolution numérique dans l'éducation, ça a pour principal effet de donner accès plus à l'échelle de la planète à des pans entiers de connaissances. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les compétences ne seront plus au XXIe siècle concentrées dans les pays riches, dans les zones riches, les métropoles à l'échelle d'une région ou à l'échelle des grands pays riches. Et on a une redistribution massive des emplois et de la connaissance. Alors ça commence, ça démarre. Je veux dire, on voit bien aussi, nous, dans les consultations, où sont les zones de geeks en Afrique, etc. C'est assez fascinant. Donc ça, c'est en tout cas dans les grandes transitions. Enfin, je voulais vous en parler. Potentiel de changement en profondeur de la société, d'après ce que vous décrivez. Après, sur la question de la transition, comment on accélère? Parce qu'évidemment, on a un modèle qui est assez orthogonal avec le système classique. Je pense de ce point de vue-là, on est assez proche de l'école Living School, dans le sens où on remet l'individu au centre et on l'engage dans des pédagogies actives. Donc ça, c'est aussi, moi je suis formée aussi Montessori, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Open Classrooms m'a attirée au départ. On demande aux personnes de s'engager, d'être acteurs. Le professeur vient après, il n'est plus le centre. Ça fait partie des grandes évolutions. Au départ, il y a la personne, ses compétences, son envie, sa motivation, et on vient l'aider, on l'engager avec une communauté, avec des rôles modèles dont on a parlé, vers les métiers qui sont les métiers innovants, les métiers en tension, qui sont le point de départ de notre réflexion et aussi de nos investissements. C'est-à-dire on investit là où on constate qu'il y a des besoins pour les entreprises, des besoins de la part des entreprises, des besoins dans ces métiers du digital, mais aussi d'autres métiers qui sont en évolution. Donc ça c'est le cœur. Comment on transitionne? Comment on fait comprendre qu'on peut former? Comment on peut faire comprendre qu'on peut faire réussir différemment? Évidemment, il faut se référer aux grands penseurs de ça. Alors, c'est assez rigolo. Moi, je viens du secteur public. Quand on est dans la sphère publique, on raisonne, on pense évidemment aux grands sociologues. Eux, ils ont fait des quantités de littérature. Donc, Marc Bloch, c'est un des grands penseurs de ces transitions. Comment on fait pour que, j'ai dit toujours, le moulin à eau, ça a été 850 ans avant que ce soit adopté. Avant, sinon, on poussait comme ça. C'était des humains qui poussaient. C'était extrêmement dur sur des pierres, etc. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors que c'était beaucoup plus facile, etc. Où sont les résistances? Comment on les diagnostique? Et comment on lève ces obstacles? Marc Bloch s'est intéressé aussi à la grande mécanisation qu'on a ratée au début du XXe siècle en France, qui a conduit à des fêtes rapides et massives
de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est pareil. Donc là, on est dans un temps à peu près similaire. Donc on a une accélération technologique. Comment on fait pour prendre ce chemin-là? Comment on fait pour diffuser massivement les compétences qui sont celles de la connaissance des métiers du numérique? Et comment on fait pour utiliser le numérique comme levier pour accélérer encore plus cela? Donc on est dans un temps en France, je pense, assez exceptionnel, où on a une prise de conscience politique de cette nécessité, avec un grand plan d'investissement dans les compétences. Et évidemment que ça, c'est un mouvement massif d'accélération de cette transition. Donc première réponse, je crois qu'effectivement, sans une prise de conscience politique, la transition, elle est extrêmement lente et douloureuse. Mais après, une fois que cette conscience est là, elle est extrêmement, enfin, elle s'accélère massivement, avec un pays qui s'empare complètement du sujet, voilà. Après, voilà, j'ai une question à ce stade, parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'interroger dans votre modèle. On a eu le phénomène des MOOC dans les années 2000, les cours en ligne, apparus aux États-Unis, en Inde, avec un très grand succès. Et puis on a vu ce phénomène des MOOC, des cours en ligne, s'effriter progressivement, avec des taux de complétion, c'est-à-dire la capacité d'un utilisateur, d'un apprenant, à suivre jusqu'au bout un cours en ligne très faible. En gros, si je résume, si vous mettez un apprenant devant une vidéo, quel que soit le contenu et la qualité du contenu, il y a de fortes chances qu'il décroche, qu'il n'arrive pas au bout de la démarche. Donc en quoi le fait de proposer une éducation en ligne, si je vais très vite, ou en tout cas des modules de formation en ligne, sur des parcours, enfin, avec l'ambition que vous venez de décrire, pas sur des formations de requalification ou d'adaptation au poste, vraiment des parcours entiers, comment on fait que ça fonctionne sans appui humain, ou au contraire, il faut l'appui humain de la communauté, du mentor, parce que voilà, on a vu que ça ne fonctionnait pas dans de nombreux cas. En fait, ce qui est très intéressant, c'est le critère que vous posez. Après tout, la complétude d'un MOOC, est-ce que c'est le gage ou pas de son succès? Moi, je pense que c'est plutôt l'impact qu'a eu le visionnage, même partiel, de ce MOOC sur la personne. Aujourd'hui, on a fait des tests, d'ailleurs, dans une entreprise. On a demandé, on a diffusé massivement des MOOC dans toute une DSI. On a interrogé après sur l'impact. Et en fait, le retour que les DRH nous faisaient, c'est qu'en fait, la personne qui a le plus eu d'impact dans l'entreprise, c'est celle qui n'a pas suivi, c'est celle qui a pratiqué le moins avancé possible, le moins avancé dans le MOOC qu'on avait proposé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle était allée chercher exactement ce qui lui manquait. Elle a décidé de le mettre en place dans l'entreprise, et le reste, c'est tout, c'est fini. Donc en fait, l'intérêt d'un MOOC, c'est pas d'être passif et comme au cinéma et j'ai regardé le film. Non, l'intérêt, c'est je suis actif, je vais chercher la compétence dont j'ai besoin, je la mets en œuvre, j'ai un impact, et cet impact est visible. Ça suppose une compétence, peut-être qu'on apprend à Living School, peut-être qu'on apprend à Cage, qui est de savoir apprendre. Savoir utiliser un contenu, quel qu'il soit, se l'approprier et le retraduire en action. C'est une compétence, mine de rien, qui est très difficile à acquérir, ouais, et qu'on peut qualifier de compétence du XXIe siècle, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, je vous invite à aller voir le cours qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». C'est la première vidéo qu'on montre à tous nos élèves. Elle est libre. Regardez-la, elle est formidable. On a des projets de créer apprendre à s'orienter, parce qu'on pense aussi que c'est une compétence dans un monde où les métiers changent régulièrement. Donc effectivement, qu'il y a des soft skills qui sont fondamentales, qui n'ont peut-être pas été assez transmises à l'école, enfin peut-être on peut se poser la question, mais qui sont indispensables au XXIe siècle, là où tout change. Ça, je vais vous donner un élément statistique, c'est que nous, nos programmes, nos parcours de formation, on les renouvelle par tiers chaque année. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se serait formé, je sais pas, métier community manager, 3 ans plus tard, il faut tout recommencer. Donc ça donne, et encore, je vous parle même pas des métiers tech. Voilà. Donc on est dans un rythme d'accélération des apprentissages. Apprendre à apprendre, c'est la compétence phare du XXIe siècle, évidemment. Alors ça va me permettre une magnifique transition. On y arrive enfin, à vous Valérie Godard, à l'entreprise, à Engie, donc cette entreprise dans laquelle vous évoluez. Je reprends la question de départ quand même, parce que les transitions dont on a parlé, on voit bien que la formation et la formation des salariés, des apprenants au sein de l'entreprise, elle est fortement questionnée, impactée par tout ça, avec l'évolution des métiers, le recrutement aussi. Mais sur la question de départ, on a parlé de transition écologique, on a parlé
parlé de transition des mobilités, on a parlé de transition de l'éducation, transition digitale, etc. Comment ça infuse dans une entreprise? Comment ça influe sur la définition de ce qu'est sa raison d'être? Je pense qu'Engie s'interroge beaucoup en ce moment sur cette question, et notamment sur la question environnementale. Et puis, on viendra juste après. J'aimerais que vous nous présentiez ce que vous avez développé avec votre lab et comment vous accompagnez les salariés, toutes les parties prenantes dans cette nouvelle démarche de collaboration pour travailler différemment et puis apprendre différemment aussi. Merci, j'en ai pour 2 heures à répondre à tout ça. Bon, d'abord, bienvenue à la classe qui nous a rejoints. C'est sympa d'avoir des jeunes avec nous. On espère avoir un langage accessible pour vous. Bravo. Déjà, je fais quoi, hein? Moi, j'ai un job un peu atypique dans l'entreprise, puisque nous avons créé un département qui s'occupe de veiller, de comprendre les tendances et les évolutions sociétales à l'extérieur pour justement bien les emmener à l'intérieur et savoir de quoi on parle et là où on doit bouger. Deuxième mission de ce que nous faisons, c'est repérer toutes les... Alors vous allez les appeler les communautés, vous allez les appeler les changemakers, vous allez les appeler les gens qui bougent, bref, appelez-les comme vous voulez, on les appelle communautés chez nous, mais en tout cas tous ces écosystèmes qui montent et qui peuvent accélérer le changement. On se retrouve sur des idées Montessori ou Living School, et c'est d'ailleurs très agréable de passer après vous tous, parce que je me rends compte qu'on est finalement extrêmement alignés, et c'est... la citoyenne que je suis trouve ça extrêmement positif. Donc voilà une deuxième mission, et nous travaillons aussi à repérer et à mettre en lien ces communautés internes avec les communautés externes qui peuvent travailler sur les mêmes enjeux. Ceux qui travaillent sur l'éducation, ceux qui vont travailler sur la place des femmes, ceux qui vont travailler sur l'intrapreneuriat, bref, on travaille les flux. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que c'est une mission un peu nouvelle aussi et qui nous permet d'agir derrière. Travailler les flux, moi, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire précisément? Travailler les flux, on a l'habitude dans une entreprise finalement d'être très, certains diraient siloté, hein, et d'être très vertical, la business unit truc, la business unit truc, etc. Or, on se rend compte qu'il se passe de plus en plus d'interactions horizontales entre les BU, entre les métiers et avec l'extérieur, avec la société civile. Et c'est ce flux-là que nous voulons travailler. Ça tombe bien pour une entreprise d'énergie, on travaille toutes les énergies. Bon. Ça, c'est un peu ce que nous faisons. Je rappelle, nous, on est 160 000 salariés chez Engie pour donner aussi une dimension de cet échantillon sociétal dont je parle ici. Alors, la question des transitions ou des fractures, qu'est-ce qu'on observe? Je vous partage en direct, finalement, ce que nous observons dans notre service, avec des études Quanti ou Cali. Finalement, c'est quoi ces évolutions qu'il faut accompagner sur ce corps social? Un, c'est une montée très forte de l'engagement des personnes, quels que soient les âges. Donc, montée de l'engagement. Les gens veulent plus s'engager, mais au premier sens du terme. Une montée très forte aussi des envies, moi je l'appelle d'hybridation. On a envie de mélanger les regards, on a envie de croiser les expériences, bref, on a envie d'hybrider. Et je trouve ça très positif. Une fois qu'on a dit ça, comment ça se décline? Ça va se décliner sur des envies d'engagement individuelles, avec une forte envie de développer ces soft skills, pour le coup, et qui je suis, où je veux aller, qu'on soit dans l'entreprise comme avant d'y rentrer. Une deuxième montée qui est cette envie de s'engager dans des écosystèmes, internes ou externes, c'est ce que je vous racontais. Nous, chez nous, il y a 300 communautés actives et 15 très, très actives sur des thématiques particulières et très transversales. Ça, c'est un mouvement citoyen particulièrement intéressant dans les frontières de l'entreprise. Une montée, bien évidemment, de ces envies d'apprendre plus autour des sujets, appelons-les développement durable, impact positif, RSE, mais ça, c'est majeur, là aussi, quels que soient les âges. Et une envie de pouvoir... se lâcher, j'allais dire, plus facilement ou changer de métier, puisque évidemment il y a plein de métiers qui bougent, mais il y a cette envie de pouvoir être accompagné là-dessus en hard skills ou en soft skills. Et dernier mouvement qu'on observe aussi, plus émergent, mais très fascinant, je trouve, c'est ces montées d'être formé, d'être éduqué à tout ce qui est intrapreneuriat, entrepreneuriat. Donc savoir se débrouiller dans l'entreprise pour porter des projets phares ou des projets complémentaires à ses missions. Donc c'est dans ce périmètre sociétal, j'ai envie de dire, qu'on joue et pour lequel on va avoir des réponses éducatives à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise avec des partenaires ou en accompagnant différents mouvements ou différentes startups qui drive notre action au quotidien. Donc évidemment, pour répondre à la question de la raison d'être ou la question de la vision stratégique, le monde de l'énergie se disrupte complètement et pour le coup, les citoyens vont être plus actifs là-dedans et c'est une très bonne nouvelle. Donc l'éducation qui accompagne cela va être une éducation participative, démocratique. Il va falloir trouver les solutions ensemble et les techniques d'apprentissage aussi. Donc pour vous donner quelques exemples et répondre à votre dernière question,
Par exemple, on a lancé il y a 18 mois une très grande consultation qu'on a appelée NJ 2030, dans laquelle on a demandé à tous les salariés du groupe, non pas est-ce qu'ils sont contents ou pas contents d'être dans l'entreprise, ça on le fait tous, enfin je veux dire dans les entreprises, mais plutôt de dire quelles sont les grandes fractures que vous voyez à l'œuvre, comment vous voulez y répondre, comment vous avez envie d'être accompagné, etc., etc. Et donc ça, c'était assez massif. On a eu 30 000 salariés qui ont répondu et qui nous permettent de designer des formats éducatifs qui répondent à ça. En 2 mots autour des tendances que je vous ai racontées. C'est ça qui est absolument remonté, les 5 piliers que vous avez décrits. Absolument. Donc c'est en prenant conscience de ça qu'on va pouvoir adapter les modèles pédagogiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va avoir avec l'université NJ ce qu'on appelle des U-Camp. Et donc tous les 3 mois, on va réunir 1000 personnes dans un seul endroit parce que les gens veulent plus de connexion. Donc ils vont être formés à des hard skills, mais en même temps, ils vont être connectés entre eux, ils vont pouvoir réfléchir ensemble. Ça, c'est un format. Quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Pourtant, j'ai pris de l'eau. Un deuxième format, c'est le format des NJ People Lab, effectivement, donc, que vous avez cité. Qu'est-ce que c'est ? C'est prendre les salariés des communautés. Vous allez assister en direct à une collapsologie. Tranquillement. Voilà, c'est ça. Pas du tout envie Je vais en direct à ça. Interdit de le mettre sur YouTube, les jeunes. C'est pas la peine d'être désagréable avec moi. Donc, CNJ People Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est se dire on a des forces à l'intérieur de l'entreprise qui ont envie d'apprendre entre elles et qui ont envie en plus d'apporter leurs idées. Donc on a la communauté des femmes, dans la DIN représentante est ici, on a la communauté des jeunes, des gens qui s'engagent sur le développement durable, ceux qui s'engagent pour former les jeunes à l'extérieur, etc., etc. Bref, j'en ai au moins 14, très très actifs, qui représentent un public de 5000 à 6000 personnes dans l'entreprise. Donc tous ces gens-là, ils apportent des idées en disant voilà moi ce que je pense pour l'évolution de la société civile et d'Engie. Et derrière, il se dit, j'ai envie d'être formé à ça et j'ai envie d'apprendre avec les autres. Ce que je ne comprends pas bien, c'est comment vous articulez justement ce besoin qui s'exprime individuellement. J'ai envie d'aider, j'ai envie d'être dans cette démarche. Et on est quand même chez Engie. Donc on est dans... voilà. Et l'idée, c'est à un moment de faire son job et de contribuer c'est absolument... voilà, vous posez le doigt là où il faut le poser. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, il faut faire son job et faire ce pourquoi on est initialement payé. Mais nous, on estime que le progrès dans la société civile va se faire, je dis souvent yin et yang, si on travaille sur les technologies et donc son job, on reste une boîte globalement d'ingénieurs, caricaturons comme ça, mais si aussi on a un impact dans la société civile, et donc que l'on peut proposer des solutions qui sont en ligne avec les 17 objectifs du développement durable. Et ça, le terreau, on nous le permet. Ce qui permet donc, du coup, dans ces People Labs, de faire du co-développement. On réunit 200 personnes tous les 2 mois en leur demandant de résoudre un problème sociétal qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et donc le matin, ces 200 personnes vont apprendre ensemble, se connecter ensemble et proposer 10 solutions à la direction générale qui seront mises en œuvre ou pas. C'est valorisé dans les carrières ? Absolument. Et dans les recrutements Absolument. On a 1400 personnes qui y sont passées cette année. Et donc, c'est de plus en plus encouragé par la direction et par la direction générale en tant que telle. Isabelle Cocher soutient cette initiative et est venue plusieurs fois encourager ça. J'ajoute que dans nos People Labs, ce n'est pas fermé sur nous, puisqu'à chaque fois, il y a 30% d'effectifs qui viennent, entre guillemets, comme on dit, de l'extérieur, mais il n'y a plus d'extérieur et d'intérieur. Donc ce sont des partenaires étudiants, ce sont des professeurs, ce sont des startups, ce sont des journalistes, bref, des gens qui ont envie de travailler avec nous sur un de ces sujets. Ça va être l'entreprise inclusive, ça va être comment mieux faire sur l'éducation, ça va être c'est quoi l'intelligence artificielle éthique, bref, trouvons des solutions ensemble et apprenons ensemble. C'est vraiment les techniques du co-développement ou certaines techniques Montessori appliquées au monde de l'entreprise. Je note que vous n'utilisez jamais le terme de formation professionnelle. Je l'aime pas. Voilà, en tant qu'ancienne DRH, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit. Il est beau, pourtant. Il est beau, mais je l'utilise moins, effectivement, parce que je trouve que les modalités de formation évoluent. Et vraiment, je trouve qu'on est beaucoup dans de l'apprentissage collectif, dans l'ouverture, de la synergie, du co-développement. Vraiment, les techniques Montessori, on les retrouve en fait dans le monde de l'entreprise. Et ça m'a interpellé ce que vous avez dit. Et donc, ce genre de format, on les fait. On les fait aussi en fédérant notre écosystème externe de start-up qui travaillent notamment dans le monde de l'éducation. Et c'est un concept qu'on a appelé la Good Galaxy, qu'on a mis en place en juin avec 400 personnes qui travaillent dans le monde éducatif et entrepreneurial, mais pas que. Et enfin, j'ajoute, parce que c'est votre intervention qui m'y a fait penser, que ces sujets effectivement de l'investissement dans les territoires, c'est colossal et qu'on peut avoir des modalités plus classiques
d'apprentissage et de partenariats croisés. Par exemple, moi, il y a un programme que j'aime beaucoup, vraiment, et c'est pas parce que je viens de Guadeloupe uniquement, parce que je viens de Guadeloupe, mais c'est un programme qui permet à tous les ultramarins des îles ou des territoires où nous sommes implantés de venir en France. Et donc, pendant 2 ans, on va les former à tous ces métiers traditionnels ou évolutifs, en tout cas de la technique. On a beaucoup de métiers techniques chez nous, en les prenant en charge entièrement pour décloisonner justement les territoires. Et c'est un programme qui a un succès fou et dont on est extrêmement fiers. C'est des promos de 30 élèves par année, dont on s'occupe entièrement à Paris. Voilà, j'ai essayé de répondre grosso modo à votre question. Alors, je sais que nos questions étaient vastes, mais je profite de la présence de cette classe, comme vous l'avez dit, parce que je crois que vous êtes les premiers concernés, vous qui êtes assis sans bruit contre le mur. Alors, c'est toujours un peu pénible de donner la parole comme ça sans que ce soit préparé. Je ne sais pas si votre professeur m'y autorise, mais en tout cas... voilà, comme ce sont les premiers concernés. J'ai une question et après, vous répondrez, ceux qui voudront répondre. Ou madame, vous pourrez me donner votre avis, vous les laissez parler. On a parlé depuis le début de la conférence, vous êtes arrivé un peu au début de ce qui change dans l'éducation. Et on a beaucoup dit qu'en fait, ce qui était important, c'est de se connaître soi et d'apprendre, quand on est à l'école, à bien se connaître, à avoir confiance en soi pour construire des projets, que ce soit quand on est à l'école primaire jusqu'à l'entreprise. Qu'on soit dans une grande ville ou qu'on soit dans un territoire ou à la campagne, dans un territoire plus éloigné. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir, vous êtes en quelle classe ? Seconde. Donc, vous êtes en plein dans la réflexion sur votre orientation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous estimez que vous êtes bien préparé pour ça ? Vous pensez que vous connaissez assez bien ? Est-ce que l'orientation, c'est facile à faire ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour vous aider demain ? Je vois que vous avez levé le doigt. Vous pouvez... Alors, il y a un micro qui est juste là. Et vous pouvez nous dire comment vous vous appelez. Et merci beaucoup de répondre parce que c'est pas facile. Merci. Je m'appelle Claire-Marie. Et je dirais que non, on n'est pas du tout préparé parce qu'on ne nous dit absolument pas on doit choisir les spécialités. Et on ne dit pas du tout pour quelle spécialité prendre pour faire quelle étude. Inversement, même la plupart des professeurs ne sont pas forcément très au courant de qu'est-ce qu'on doit faire. On les comprend parce que la réforme, elle est toute neuve. C'est sa première année d'application. C'est encore flou pour les parents, c'est flou pour les élèves et c'est certainement flou pour les professeurs. Et c'est vrai que pour une première année, on aurait besoin de plus de précision. Donc ce que vient de décrire Claire-Marie, c'est ça ? C'est l'obligation pour les lycéens de choisir leur spécialité. Nous, on avait des séries qui ont changé de nom, de lettres, etc. Maintenant, c'est des spécialités. L'objectif du ministre, c'est de permettre d'ouvrir un peu le champ des possibles, en tout cas de pouvoir pas forcément faire que S si on veut absolument réussir dans la vie, quoi. Voilà. Ou pas faire que maths si on veut absolument réussir dans la vie, si je résume. C'est ça l'ambition. Mais après, c'est compliqué de choisir. Donc je retiens que vous ne vous sentez pas tellement accompagné. Oui, une autre intervention ? Moi, je m'appelle Paul et personnellement, je suis très content de la réforme. Parce que ça nous permet vraiment d'être spécialisés dans différents domaines. Par exemple, pour ceux qui auraient sûrement pris S, mais qui n'aiment pas, par exemple, que ce soit la physique ou la SVT, ça permet de s'ouvrir dans plusieurs compétences sans forcément avoir un profil uniquement scientifique, littéraire ou économique. Enfin, on est moins catégorisé, je trouve, et c'est une ouverture... on sera tous un peu différents dans les métiers qu'on fera et ça va nous permettre, je pense, d'avoir une diversité, une richesse de connaissances qui sera super, quoi. Merci beaucoup pour cette intervention. Et est-ce que tout ce qu'on a dit là pendant la conférence, c'est-à-dire à la fois des nouvelles manières d'apprendre en ligne, des nouvelles manières de travailler dans l'entreprise, des nouvelles manières de réfléchir sur soi, que ce soit à Ketch, qui est une école de commerce, ou à Living School, qui est une école alternative. Est-ce que ça vous fait envie ? Et par exemple, vous pensez à quel type de métier, quel type de vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous attire pour plus tard ? Je poursuis, et puis je parle à tout le monde aussi, hein, à vous, Paul, ou à Claire-Marie, ou à d'autres qui voudraient s'exprimer.
Moi, personnellement, je serais très intéressé pour devenir mathématicien. Mais après, je suis très ouvert sur tout type de carrière, quoi. J'essaye de m'en donner les moyens. Et vous pensez que vous ferez un métier, plusieurs métiers ? Vous avez envie d'aller à l'étranger ? Oui, voyager serait quelque chose qui me plairait beaucoup. C'est pour ça que c'est vachement important, je trouve, les cours de langue. Mais après, peut-être plus un seul métier dans lequel je pourrais évoluer au sein peut-être d'une seule entreprise, quoi. D'autres interventions dans la classe ? Ou madame, si vous voulez prendre la parole ou rebondir sur ce qu'on vient de dire ? Oui, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire comment ça va s'adapter à l'enseignement supérieur. On peut peut-être comment ça va s'adapter à l'enseignement supérieur et surtout par rapport à la spécialité mathématique qui pose problème en fait, puisque beaucoup d'écoles sélectionnent par rapport aux mathématiques. Donc l'élève qui ne prend pas de spécialité mathématique, est-ce qu'il sera pris ou pas ? Pour l'instant, c'est non, il ne sera pas pris. Du coup, ça fait que tous les élèves sont obligés quasiment de choisir mathématiques pour. Ils se sentent obligés parce que le monde professionnel n'a pas encore dit le post-bac n'a pas encore dit son retour. Alors, c'est toute l'ambiguïté de nos propos, en fait, je crois. C'est-à-dire qu'on vient de décrire un monde où la confiance en soi, les soft skills, la créativité, tout ça, c'est vraiment central pour s'adapter au monde de demain. La réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est quand même, on est dans un système extrêmement sélectif, où effectivement, vous allez recruter des ingénieurs. À Open Classroom, vous allez recruter des super profils surdiplômés. Ou Chemin d'avenir, vous avez vu les... Je pense que, effectivement, à mon avis, le profil de Chemin d'avenir, justement, est un peu différencié. Et vous avez des jeunes qui se posent les mêmes questions, à savoir, est-ce que... Oui, mais vous voyez le jeune homme, par exemple, qui a très bien dit que lui, voyageait ou que les langues lui semblaient importantes. Vous avez, et là je ressors mes statistiques parce qu'elles sont, à mon avis, très parlantes, un écart de 20 points, à nouveau, entre les jeunes des zones rurales et les jeunes de l'agglomération parisienne sur l'apprentissage de langues vivantes, en plus de ce qui est fait à l'école. Et vous avez un écart de 15 points entre des jeunes qui se sentent autorisés à partir à l'étranger et des jeunes qui ne se sentent pas du tout autorisés à partir à l'étranger, entre les deux mêmes territoires. Et de fait, du coup, même écart sur l'encouragement par les familles à pouvoir aller à l'étranger ou pas, ce qui donne une minorité de jeunes des zones rurales et des petites villes qui se disent un jour peut-être que je travaillerai à l'étranger, et une majorité de jeunes urbains et notamment parisiens qui se disent peut-être qu'un jour j'aimerais travailler à l'étranger. Et dernière chose que je voudrais ajouter aussi en tant qu'ancienne DRH, parce que c'est important dans le monde de l'entreprise, les pratiques changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première chose qu'on va regarder dans le CV, c'est les lignes du bas. Les fameuses lignes, qu'est-ce que j'ai fait en entrepreneuriat, quelles sont mes passions, en quoi je m'engage, etc. Et après, on regarde l'école, ça bouge. Donc c'est une bonne nouvelle. On veut des personnes bien dans leur basket et qui savent avoir des vraies passions. Donc ça, je tiens à le noter. Et je voudrais ajouter, à votre âge, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vraiment ressens au fond de toi ce que tu as envie de faire de ta vie. Et écoute ça. Donc écoutez cette voix à l'intérieur de vous, écoutez ce que vous avez envie de faire au fond de vous. C'est là où vous aurez plaisir, et ce que vous faites avec plaisir, vous le faites bien. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça, j'aurais perdu moins de temps, parce que moi, je suis allée travailler d'abord dans une grande entreprise, puis une autre grande entreprise, puis une autre grande entreprise, avant de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi on bosse comme des fous ? Vous avez peut-être des parents qui bossent comme des fous, qui ne sont pas là, que vous ne voyez pas, que vous ne vous sentez pas heureux. Moi, je vous souhaite d'abord d'être heureux, et sachez que quand au fond de soi, on est heureux, souvent on fait du bien autour de soi. Or, on est dans un monde aujourd'hui où on va avoir besoin de faire du bien autour de nous, on va avoir besoin de se bouger pour la planète, pour l'humanité. Et donc, je vous souhaite de trouver un métier aussi qui ait du sens, qui vous permette vraiment d'apporter votre contribution à la société, au monde. Écoutez ça, et je parle aussi aux adultes, parce que nous sommes encore plus responsables que ces jeunes, puisqu'il y a tellement de peu de temps pour agir. Si vous vous posez la question de votre contribution au monde, c'est maintenant. C'est pas dans 2 ans. Dans 2 ans, ce sera déjà trop tard, d'après Guterres de l'ONU. C'est maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai comme talent unique à apporter au monde ? Je pense qu'on a tous ça à apporter au monde. On a tous un talent unique. Cherchez votre talent unique, écoutez-le et allez-y à fond. Et pour compléter,
pour compléter, ça ne veut pas dire que vous pourrez faire tout ça tout de suite, parce que je pense qu'il faut faire très attention à ne pas avoir trop la pression. Si en sortant de vos études, vous n'avez pas l'impression que votre job a 100% du sens et que vous ne cochez pas ces cases-là, c'est pas grave, vous pouvez le faire progressivement. Et du coup, ça, c'est pas très français comme point de vue, mais moi, j'aurais adoré qu'on me dise ça quand j'étais au lycée. L'échec n'est pas grave. De fait, vous allez rater plein de trucs. Moi, si vous saviez le nombre de concours que j'ai ratés, et j'ai souvent beaucoup plus appris des concours que j'ai ratés que des concours que j'ai finalement réussi. Donc l'échec est assez cool, en fait, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Puis j'ajoute, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dans le secteur de l'orientation, à l'étudiant notamment, ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est normal. C'est normal. À 15 ans, ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est normal. Donc n'ayez pas peur et ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas si vous n'êtes pas capable de répondre à quel métier, quelle formation, quelle voie. Voilà. Effectivement, on vous demande de choisir des spécialités, mais n'ayez pas peur parce que cette réforme, elle va évoluer et elle va permettre d'emprunter plusieurs voies. J'aimerais qu'on applaudisse Salomé Berliou qui doit nous quitter. Merci pour son intervention. Et on a encore un petit peu de temps ensemble. Je voyais des personnes qui souhaitaient intervenir et j'en suis vraiment ravie. J'espère que c'est toujours le cas. Alors, j'ai une intervention juste de... Alors, madame, pardon, excusez-moi. Bonjour. Moi, je suis Judith Vieille. J'ai pas mal d'activités, mais je pilote une association qui s'appelle la Fabrique des Égalités et qui vise à co-construire par et pour les enfants les grandes dynamiques d'égalité dans la société. Et je pense qu'il y a une question, nous, adultes, qu'on oublie de se poser, et une approche qu'on oublie d'avoir, c'est que souvent les jeunes, les enfants, voire les plus jeunes, ont de formidables propositions à faire. Et que notre job d'adulte, c'est non pas de répondre et de sentir avec nos intellects d'adultes qui ont été fabriqués, enfermés, cloisonnés, etc. Mais c'est de leur donner le cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer, proposer, leur donner les moyens de faire remonter leurs propositions qui sont souvent d'une justesse et d'une pertinence à nous faire pleurer, nous, adultes, et qu'on devrait pleurer un peu plus sur nous en leur donnant la voix de nous faire pleurer, nous, parce que franchement, moi, toutes les propositions que j'arrive à récolter au travers des dispositifs qu'on met en place et pour lesquels on a énormément de mal à trouver des financements, etc., sont juste hallucinamment intelligents, à nouveau justes, coopératifs, et développent la confiance en soi, la vision d'avenir, les dynamiques d'égalité au sens très très large. Donc, arrêtons de se parler, nous, entre adultes, et d'avoir une espèce d'attitude un peu bienveillante, mais souvent très infantilisante envers nos jeunes, et de ne pas leur laisser la voix. Il faut leur laisser la voix, il faut leur donner les cadres d'expression dans un climat de confiance et d'écoute réelle. Ouais, pour pleurer de joie, pour changer. Les représentants de la formation initiale, de la formation supérieure seront entièrement d'accord avec votre approche. Nous, les projets qu'on appelle Pour la planète viennent des initiatives des enfants, sont portés par les enfants avec leurs idées. Je vous donne juste un exemple parce que je l'avais trouvé magnifique et j'avais été émue aux larmes comme vous. Le dernier jour avant les vacances de Noël, il y a 3 ans à Living School, les élèves de la classe de CE2, CM1, CM2 arrivent et disent Vijay, le monsieur qu'on croise sur le chemin du gymnase et qui est SDF, on voudrait lui faire un cadeau pour Noël. Et j'ai dit, écoutez, super, il vous reste une journée parce que les vacances, c'est ce soir. Vous avez carte blanche, on vous donne la journée, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Et en fait, ça a été formidable de voir déjà comment ils s'organisaient. Donc, il y a un groupe qui a commencé à réfléchir sur quel cadeau. Et il y en a un qui a dit, il faudrait qu'il puisse s'occuper parce qu'on le voit qu'il s'ennuie beaucoup. On pourrait lui offrir une radio. Et puis, il y en a un autre qui dit, mais une radio, attends, le problème, c'est quand même, il ne peut pas brancher et tout. Attends, une radio dynamo. Je dis, attendez, c'est génial, ça existe. Alors, il y en a un autre qui dit, mais je ne sais pas si ça existe. Est-ce qu'il y a un groupe qui peut aller sur Internet, regarder si ça existe? Donc, ils font des recherches sur Internet. Il y a un autre groupe qui dit, oui, mais ça va coûter de l'argent, il faut qu'on crée quelque chose. Alors, ils réfléchissent entre eux sur comment ils pourraient lever de l'argent en une journée pour acheter un truc qui n'existe peut-être pas. Donc, le groupe qui va sur Internet, fait des recherches et tout, voit, ça existe. Bon, là, je fais une petite pub, mais ça existait sur Nature et Découverte et ce n'était pas hors de prix. En gros, c'était à peu près 50 €.
Et donc, du coup, l'autre groupe se dit, bon, il faut qu'on crée un truc. Se dit, ah, on n'a qu'à faire des marque-pages. Alors, ils dessinent des tonnes de marque-pages avec des mots qui représentaient des valeurs. Ils les plastifient, donc on leur donne la plastifieuse de l'école et tout. Et au parc, parce que nous, on va au parc des Buttes-Chaumont pour notre récré, au parc des Buttes-Chaumont, les voilà, en anglais, en espagnol, en français, qui vendent aux touristes leurs marque-pages. Ils reviennent, et moi, j'étais dans le bureau et j'entends un hurrah d'exclamation. Je sors, je fais, qu'est-ce qui se passe ? On a récolté plus que ce qu'il faut et tout. Ah, c'est génial et tout. Alors, les voilà à nouveau sur Internet. Et là, j'entends, ils viennent toquer au bureau. Caroline, en fait, on a un problème. On ne peut pas payer avec de l'argent liquide en ligne. Tu n'aurais pas une carte bleue. Attends, je vous passe la carte bleue de l'école. Donc, je dis, mais vous me rendez le liquide alors. Donc, ils me rendent le liquide. Et puis, ils me disent, attends, mais il faut qu'on soit livré aujourd'hui. Oui, on peut être livré par un livreur et tout. Donc, ils ont été livrés par un livreur de leur radio Dynamo qu'ils ont pu donner à Vijay. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'était complètement eux de A à Z. Et j'ajouterais juste une chose. Ce qui permet tout ça aussi, c'est quand même les repères qu'on leur donne, des repères de non-jugement, de vision du plein potentiel. Donc nous, les adultes, on a quand même un rôle dans l'histoire qui est justement de donner des repères qui permettent de faire émerger tout ça. Voilà, et le cadre. Voilà, des repères. Nous, on appelle ça des repères. Notre élément de réponse, avant qu'on passe aux autres questions. Moi, j'allais juste dire, côté entreprise, rendez-vous dans 6 mois maintenant, parce qu'on a lancé dans 10 villes de France, avec nos amis Startup for Kids, que certains connaissent peut-être, une grande écoute de ce que veulent les jeunes sur la ville de demain, et notamment la ville végétale de demain. Donc, ils vont passer tous les mois auprès de plein d'écoles, et donc on verra ce qu'ils vont nous proposer. Donc, on partagera ça avec les gens intéressés. Voilà. Nicolas Grosswester, un mot ? Non, c'est juste, elle était très belle ton histoire. Et en fait, quand ils sont un peu plus vieux, après, alors en général, ils font le collège, lycée, ils sont en stress et tout. Après, ils arrivent chez nous, pour ceux qui viennent chez nous, et ils font ce qu'on appelle des projets-actions, des proacts. Et en fait, ils font la même chose pour les grands. Et vous en avez eu un exemple ce matin, par exemple, pour ceux qui étaient sur l'ouverture dans un très grand amphi avec Anne Hidalgo notamment. À un moment, il y a une étudiante qui est venue pitcher une Studentscope en 2 minutes. Bah, ça s'appelle un ProAct chez nous et elle est étudiante à Marseille. En fait, c'est un projet école. Voilà. Et elle fait ça toute seule comme une grande avec son équipe. Et ça existe depuis 2 ans. Et donc des projets comme ça, on en fait 1500 par an. Et c'est ça qui est bien. C'est cool. Voilà. D'autres questions ? Oui, c'était moi. Alors, oui, je ne vois pas le... Voilà, le micro. Présentez-vous. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Anne-Sophie Aubin, je suis étudiante en Master 2 à Dauphine en entrepreneuriat. Et donc je trouve ça génial ici, mais je pense que comme beaucoup de gens ici, je suis venue dans cette conférence, parce que pour moi l'éducation, c'est ce qui va vraiment permettre de changer vraiment les choses. Et je pense que c'est vraiment au cœur de ce débat Humanisons le progrès. Et donc, je trouve que tout ce que vous proposez, c'est extraordinaire. Mais je m'interroge sur votre dialogue avec l'État, avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous en avez un petit peu parlé. Mais en fait, proposer tous ces projets, c'est extraordinaire. Essayer de changer les choses, changer les idées, les manières de voir les choses, c'est super. Mais il faut le rendre accessible, je pense. Et si ce n'est pas accessible à tout le monde, ça reste encore très clivant. Apprendre à se connaître, développer des projets qui vont changer le monde. Si on les met que dans les mains des quelques-uns les plus privilégiés, c'est encore un peu dommage selon moi. Et je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus aussi. J'ai juste un élément de réponse, parce qu'on avait 2 modèles en fait. On avait Salomé Berliou, qui est une association qui a donc contractualisé avec l'Éducation nationale et qui travaille directement avec les rectorats, modèle associatif, feu vert. Ici, on a un modèle entrepreneurial, SAS, j'imagine, ou SARL, bon, bref, payant. Là, les modalités de collaboration entre une entreprise, même si elle est éducative, même si le projet est valable, et l'Éducation nationale est beaucoup plus compliquée. On peut le comprendre dans le sens de l'État, et il y a des exceptions qui s'appellent, quoi que c'est des modèles associatifs ou en tout cas religieux, qui s'appellent l'enseignement privé sous contrat. On peut imaginer que votre école souhaite devenir sous contrat d'association avec l'État. Pourquoi pas ? Non, c'est en fait chez nous, vu qu'on travaille le savoir-être vraiment à la base, et je fais juste petit aparté par rapport au savoir-être, on n'oppose pas soft et hard skills, on ne parle pas de soft et hard skills. Pour nous, le savoir-être, c'est le cœur, c'est au cœur de tout le reste. Notre savoir-être, c'est comme un sachet de thé. Quand on le trempe dans l'eau du thé, tout en est teinté, le savoir-faire en est teinté, nos résultats en sont teintés. Donc pour nous, c'est le cœur du cœur. C'est pour ça qu'on travaille à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Pourquoi vous ne voulez pas contractualiser avec Pourquoi pas sous contrat? C'est que vu qu'on travaille à ce niveau-là, on fait travailler nos équipes enseignantes, nos équipes d'animation aussi, sur leur façon d'être. Donc on leur fait faire un travail en profondeur sur eux-mêmes. Et donc on sélectionne aussi les gens qui vont travailler avec nous sur cette volonté de faire ce travail de développement, de faire ce travail d'évolution. Et ça, on ne voudrait pas se retrouver avec un personnel imposé, puisque si on passe sous contrat, on va se retrouver avec un personnel imposé de l'éducation nationale. Vous les recrutez sous contrat? Alors, tu peux les recruter, mais tu peux aussi en récupérer. Voilà. Et donc, en fait, non, on veut vraiment garder complètement notre liberté. Après, par contre, nous, influencer, voir comment changer la donne, on y travaille évidemment. J'étais allée rencontrer une conseillère spéciale de Blanquer l'an dernier. Ça n'a pas abouti, voilà. Mais je sens qu'au fur et à mesure, on donne des idées, on sème des idées, et on œuvrera toujours dans ce sens-là, parce que je suis bien d'accord qu'il faut que ça puisse être diffusé largement et pas limité à un petit groupe. J'ajoute que les pédagogies alternatives sont très anciennes dans l'éducation. Elles sont appliquées dans le cadre de l'éducation nationale aussi. Je pense aux pédagogies Freinet. On parle beaucoup de Montessori, mais Freinet, qui est vraiment un pionnier de l'éducation alternative, vous avez des pédagogies Freinet qui sont appliquées dans le cadre de l'éducation nationale avec des enseignants qui sont formés à ces pédagogies Freinet. Mais qui sont, à mon goût, pas du tout assez développées dans l'éducation nationale. Et on peut se poser la question de pourquoi. Alors, je vois plein de mains qui se lèvent. Alors, j'avais vu une question de madame depuis longtemps ici. Et ensuite, je fais repasser le micro dans les rangs derrière, si vous me le permettez. Et ensuite, monsieur en blanc derrière. Oui, je suis chinoise. Quand je vous écoute parler, dans notre pays, l'objectif de l'éducation, c'est de créer un outil. On considérait beaucoup les hommes ou les femmes, les enfants, comme on le fabrique pour être quelque chose, pour être utile. Donc, quand j'entends, il y a des programmes coding ou il y a des programmes où on forme les gens pour faire quelque chose. En fait, ma question, ce sera pour vous quatre, en fait. Même pour vous, je trouve que vous avez un regard incroyable. C'est quel est l'objectif de l'éducation, en sachant qu'on ne connaît pas le futur. On ne sait pas si les enfants, les travails, de 80% de travail qu'on fait aujourd'hui n'existe pas dans le futur. Qui sommes-nous pour dire que je vais vous apprendre? Donc, quel est l'objectif de l'éducation, en fait? Ma question est très simple. C'est tellement bien. Pour vous, Esther, je ne sais pas. Enfin, côté entreprise, comme ça va être encore plus facile. Moi, ce que je souhaite, avec un regard plutôt RH, et ce que l'on va faire dans notre formation continue, formation, je l'utilise, vous voyez, c'est de leur apprendre à être confiants. De toute façon, le monde, il est fracturé. De toute façon, le monde, il va bouger. Et de toute façon, on sait qu'on ne sait pas. Mais par contre, dès lors que les gens ont confiance en eux, dès lors que les gens savent ce qu'ils aiment et ce pourquoi ils sont faits, dès lors que les gens n'ont pas peur de se dire peut-être que dans 2 ans, je serai ailleurs ou j'aurai fait autre chose, c'est ça l'objectif de l'éducation. Avoir des gens confiants, alignés, qui osent et qui sont heureux d'oser. Pour revenir simplement sur BU tout à l'heure, pour répondre à votre question, on travaille avec un panel d'entreprises. Alors c'est une différence entre l'éducation nationale et après. C'est que nous, en fait, les entreprises, elles rentrent dans l'établissement. Et donc, à partir d'un certain niveau, c'est plus gênant. Au CE2, ça peut l'être. Mais à partir du post-bac, ça va. Et on travaille avec une dizaine de grandes entreprises qui labellisent le dispositif BU. Et dans ces entreprises, on travaille avec des personnes qui sont selon différents titres, au sens large, RH. Soit en charge du sourcing pour leur entreprise, Romain Plaisant chez L'Oréal par exemple, ou bien... ça veut dire recrutement. Oui, pour le recrutement. Au sens large, on va récupérer des gens et qu'est-ce qu'on cherche chez eux? Et ce que nous disent ces personnes avec qui on travaille, c'est de toute façon... Donc on a dit 80% des métiers de 2030, on ne les connaît peut-être pas. C'est les soft skills, c'est le plus important. Il faut savoir qui on est, on veut savoir ce qu'on veut faire, et on veut savoir interagir avec des gens, travailler en équipe, prendre le sens de l'initiative, avoir des capacités de leadership. Et bien sûr, quand on veut faire du contrôle de gestion, connaître un plan comptable et avoir quelques outils, ça peut aider. Mais ça, on peut l'apprendre rapidement. Les hard skills, ça s'apprend toujours. Alors nous, en tant qu'école de commerce, bien sûr, il y a des professeurs qui donnent des cours dans lesquels les étudiants viennent récupérer du contenu de hard skills. Mais la question importante, c'est comment est-ce qu'ils vont faire
pour réussir à implémenter ça dans les entreprises avec des métiers et des titres qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde dans des organigrammes, il y a un paquet de métiers où on ne sait pas ce que ça veut dire en vrai. Et ce matin, c'était drôle, il y avait le Chief Poetic Officer. Ça doit être le seul au monde, je pense, pour l'instant. Mais pourquoi pas, il peut y en avoir d'autres. Et la question, c'est comment est-ce qu'il interagit avec nous. Mais ça, il savait faire. Un élément de réponse rapide. Oui, parce que souvent, j'aime à dire, c'est que l'éducation nationale, en particulier en France, elle prépare des citoyens. Ce qui n'est pas du tout la vocation d'Open Classrooms ou des écoles, où nous, on prépare des gens qui sont des citoyens à trouver un travail, à s'adapter à un travail en mutation. Évidemment qu'on ne peut pas prédire ce que sera le travail dans 10 ans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut analyser ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera dans 1 an, dans 2 ans, et puis encore avec moins de certitude dans 4, 5 ans. Mais en tout cas, ça, c'est plus notre travail. Voilà. En revanche, les questions nouvelles qu'on se pose aujourd'hui, et face aux problèmes notamment écologiques, c'est de se dire, et nous, on en discute chez nous, c'est de dire comment, moi, organisme, désolé si vous n'aimez pas le terme de formation professionnelle, mais c'est quand même ça, comment moi j'intègre les problématiques de transition écologique qui sont quand même majeures, parce que sinon dans 10 ans ça ne sert plus à rien qu'on discute de tout ça, puisque en gros ça va aller très très mal si on n'a pas réussi notre transition. Et quel rôle je joue moi, et quel rôle joue Open Classrooms, comment on adopte ce challenge. Est-ce qu'il faut qu'on modifie nos cursus? Est-ce qu'il faut, par exemple, là je prends des cours en langue tous les jours, est-ce que je préfère avoir une chronique sur la situation de tel prince ou telle princesse, ou une information sur comment telle population s'adapte aux problématiques climatiques? Voilà ce genre de réflexion qu'on peut avoir dans les enseignements professionnels qui sont à l'âge un peu au-delà de 20-30 ans, dans le cadre de la formation professionnelle. Donc des citoyens, l'emploi de l'autre côté, et puis au milieu de tout ça, la question climatique et de la transition urgente qui nous interpelle tous. Voilà. Et juste un élément pour compléter, si je peux me permettre de répondre aussi, en tant qu'observatrice de l'éducation, en France, l'éducation, le modèle tel qu'on l'a construit et imaginé, il est étroitement lié à notre modèle politique, à la naissance de la République. C'est à peu près au même moment qu'on a conçu l'école de Jules Ferry, et la naissance de notre République, ce sont les mêmes années, ce sont la même temporalité. Et donc on a une vision politique, citoyenne de l'éducation, qui n'est pas toujours adéquationniste, pour reprendre un terme, c'est-à-dire adaptée à la demande du marché du travail. Donc l'ambition de l'éducation, et je pense que c'est une force et que c'est une très belle chose qu'on porte chacun de nous comme Français, l'éducation, elle a une ambition politique, elle a en elle un élément fondateur de transformation de la société. Et c'est aussi pour ça qu'en France, c'est compliqué de faire changer l'éducation, parce que c'est éminemment politique et c'est éminemment lié à notre modèle démocratique et républicain. Donc dès qu'on bouge un morceau, et on le voit très bien sur la question du contrôle continu au baccalauréat, par exemple, eh ben on se dit, tiens, est-ce que je ne suis pas en train d'entamer un des piliers qui est l'égalité, par exemple, qui est dans notre devise républicaine, tout simplement parce qu'on a essayé de changer un morceau du fonctionnement d'un examen national qui est le baccalauréat. Voilà, c'est un exemple, mais ce qui rend nos sujets passionnants, ce qui rend le sujet engageant, mais ce qui le rend aussi très compliqué, en tout cas pour le faire évoluer. J'ai une autre question derrière vous, monsieur. Vous leviez la main depuis un moment. Merci de vous présenter également. Bonjour, je m'appelle Thibaut Faisan, je suis ingénieur de projet dans un centre de recherche. Et donc, je voulais tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants pour vos interventions, notamment la petite histoire de vous, Caroline, qui m'a aussi beaucoup marqué, et notamment donc, sur la question en mode projet. Enfin, j'imagine que c'est ça que vous appelez le mode projet, là, l'histoire que vous avez racontée. Concrètement, dans votre école, combien de temps les élèves passent sur ce mode projet, en fait, comparé à ce que je vais appeler le mode d'éducation traditionnel, qui est d'être assis sur une chaise à écouter les enseignements de maths, physique, histoire. Voilà. Et question aussi peut-être pour les lycéens qui sont là, vu que moi ça doit faire une dizaine d'années que je suis plus sur les bancs du lycée. Voilà. Est-ce que, voilà, même question, combien de temps vous passez en fait assis sur une chaise à écouter votre professeur? Voilà. Merci. Alors rapidement, nous, le mode projet, pas encore assez. C'est-à-dire que dans notre cursus, on a inclus l'éco-citoyenneté, qui est au
à l'emploi du temps, où on a minimum 2 heures par semaine sur l'éco-citoyenneté. Ça ne fonctionne comme notre projet. Et même nos CM2 ont leur adresse email, font eux-mêmes leur projet. Enfin, ils sont complètement autonomes. Donc, on a hâte d'ouvrir le collège parce que ça va être juste génial. Mais pas encore assez. Moi, j'aimerais que ce soit quasiment 100% de l'enseignement. Ça arrive par période. C'est-à-dire que quand on est sur un projet, par exemple, de correspondance avec une classe en Afrique et qu'en même temps, on fait une levée d'argent pour aller replanter des arbres auprès de cette communauté, on va pouvoir travailler le français, les maths, tout va être 100% en mode projet pendant un certain temps. Donc pour l'instant, c'est soit ponctuel, soit à minimum un quart du temps en mode projet, mais ce n'est pas les 100% que j'aimerais tout au long de l'année. Donc on a encore une marge de progression par rapport à ça. Mais c'est top comme mode. Il faut ça, il faut ça. Alors, oui. Bonjour, moi je suis élève en première, donc ici dans le même lycée qu'eux, et j'étais dans leur cas l'année dernière. On nous demande de faire des projets pendant des heures à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'environnement. On gagne des concours où ils nous disent c'est bien, vous avez fait ça, mais au final ça mène à rien. Donc, c'est-à-dire ça mène à rien. Là le projet on fait plus rien avec parce que on peut pas le suivre et tout ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, comment et avec qui, parce que c'est bien de dire voilà, on fait un projet et tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour le réaliser? Parce qu'on passe des heures dessus. Concret et viable, c'est ça ? On passe des heures dessus, mais en fait, ça mène à rien du tout. Fais-le. Bah oui, mais j'ai pas les moyens. C'est quoi le projet ? Oui. Ça dépend. Moi, je sais que je m'investis à faire des classes à projet avec certains collègues, donc Monsieur Olivier là-bas. Donc c'est vrai que dans l'éducation nationale, c'est difficile parce que c'est pas ce qu'on nous demande prioritairement, mais il y a des heures. Alors on s'arrange. Il y a l'EMC par exemple. Et donc là, cette année, on fait une classe UNESCO. L'année dernière, c'était une classe Léonard de Vinci. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous dites, c'est permettre aux élèves de laisser exprimer leur créativité et de les laisser vivre un petit peu un projet, parce que c'est vrai que dans l'éducation nationale, c'est difficile. Il faut faire passer des connaissances, ça c'est un fait. Mais les laisser vraiment... la créativité, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Et donc, on avait fait un projet l'an dernier. Donc, Malo avait inventé avec ses collègues un projet pour récupérer le plastique. Donc, on présente ça à des concours. Donc, on avait présenté ça à la Fondation Maud Fontenoy. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un prix et que la classe est ici aujourd'hui, parce que ça permet de financer des projets. Et on a vu M. Wibrecht aussi qui nous avait invités donc, au Parlement des entrepreneurs d'avenir. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc on essaye de faire des projets. Il y a des projets mis en place. Après, c'est vrai, Malo, son souci, c'est qu'il a le modèle 3D et après, c'est que faire de plus. Et moi, je ne suis pas, une entreprise. Donc, voilà, il y aura peut-être la solution aujourd'hui. Voilà. Regarde, elle est là, la solution. Là. Non, alors je ne suis pas la solution, mais juste pour te partager mon expérience, parce que en fait, j'ai eu du coup j'ai 26 ans et donc j'ai fini mes études il y a 1 an. J'ai eu un travail pendant 1 an dans une entreprise. Je trouvais pas le sens à ce que je faisais, donc j'ai décidé aujourd'hui de créer mon entreprise et du coup de reprendre un projet que j'ai eu il y a quelques années pour le monter réellement aujourd'hui. Voilà, donc si j'ai un conseil à te donner, c'est prends tout ce que tu as encore à prendre, parce que c'est génial quand même l'école et on apprend plein de choses. Donc tu vas aller en terminale, tu vas faire des études supérieures et essaye de justement construire ton parcours en fonction de ça, en fonction de ton idée que tu as eue l'année dernière et qui pourrait voir le jour dans 5 ans. Construis ton parcours en prenant plein de matières, justement, en découvrant plein de choses, en développant ta capacité à créer, à innover. Quand tu en auras l'opportunité, et surtout quand tu te sentiras prêt, tu te lanceras, tu ne fais pas ça pour rien. Voilà. Donc, merci pour déjà ce projet que tu as monté. Et ne t'inquiète pas, il pourra voir le jour un jour si tu le souhaites. Voilà. Il faut juste un peu de patience, et c'est dur la patience. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Parce que je voudrais vraiment frustrer personne en termes de prise de parole. Alors, ça sera la dernière, monsieur, à moins que j'ai loupé une demande d'intervention. Merci. Merci, bonjour. Pierre Allary, je suis un chef d'entreprise à la retraite depuis 6 mois. Je dirigeais une entreprise de service où 60% des salariés étaient des salariés sans qualification, dans un métier de la restauration. Et je suis aujourd'hui président d'une association qui s'occupe d'insertion sur Marseille, puisque je suis marseillais,
où on accueille effectivement des gens qui sont en difficulté vis-à-vis de l'emploi. Et je voudrais revenir sur ce que vous expliquiez tout à l'heure, parce que c'est très bien tous ces exemples-là, mais il y a une action aujourd'hui qu'on doit avoir, c'est effectivement par rapport aux 3 millions de chômeurs que nous avons en France, c'est un problème de qualification, c'est un problème de formation au départ, et surtout, c'est un problème de savoir-être. Alors, mon entreprise était dans le quartier nord de Marseille. C'est des quartiers qui sont malheureusement connus et qui ont une image très négative, mais qui n'est pas la réalité. Mais je crois qu'on a, nous, les chefs d'entreprise, on a un rôle prépondérant à jouer dans ce créneau-là. C'est effectivement accompagner l'insertion de ces jeunes-là, leur montrer la valeur travail, qu'on a perdu avec les 35 heures, entre parenthèses, leur montrer la valeur du travail en équipe, la valeur de la collaboration, pour qu'effectivement tous ces jeunes-là puissent trouver leur voie. Et c'est vrai que l'exemple de ce jeune qui a monté un projet et qui n'en voit pas la finalité, c'est important. Nous, dans nos entreprises, on a la possibilité effectivement d'intégrer ces jeunes dans leur cursus. Et je sais que dans ma région, sur Marseille, on travaille avec Edge, bien sûr, et on essaye de monter des projets. Mais il n'y a pas que pour les super diplômés. Je crois que quelque part, il y a aussi un gros travail à faire pour tous ces jeunes qui sont sans qualification et qui sont perdus. Ils sont perdus par rapport à cet environnement-là que l'on présente aujourd'hui, qui peut paraître mirifique. Et c'est vrai que l'éducation à l'heure des transitions, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je crois qu'on a une responsabilité, nous, en tant que chefs d'entreprise, en tant que parents, et moi en tant que grand-parent aussi, d'accompagner et de préparer nos enfants à cette transition-là. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci beaucoup. Je vous réponds parce que là, pour le coup, je me sens concernée. Chez DigiSchool, on a un gros partenariat avec l'émission locale de Marseille. On travaille du coup avec les quartiers nord. Parce que tout simplement, quand on fait des applications mobiles, parfois c'est le seul vecteur pour certains jeunes. Ils nous font confiance parce qu'on est sur leur mobile, parce que Baptiste, le chef de produit d'une de nos applications mobiles, leur envoie des petits mots directement. Et ils nous font confiance. Et donc cette confiance-là, on s'en sent responsable. Et avec les missions locales, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met à disposition notre application pour passer le code de la route. Ça a l'air tout bête, mais quand on parle de mobilité, c'est extrêmement important d'avoir son code et son permis gratuitement pour que ces jeunes accèdent à l'autonomie. Voilà, c'est un exemple, mais le mobile et le digital, si on n'est pas naïf sur les digital natives et la réalité de la fracture numérique, ça peut aussi être une voie d'émancipation pour ces jeunes-là. Je vais aussi, juste pour compléter, nous, on travaille effectivement beaucoup avec les accompagnants. C'est extrêmement, c'est fondamental. On travaille avec des associations sur des publics particuliers qui nous aident aussi à former, à faire monter en compétences les accompagnants de personnes qui sont dans des situations particulières. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes immigrées, etc. Donc évidemment que dans ces transitions, dans les mutations qu'on observe, il faut absolument prendre en compte les proches et les accompagnants de ces personnes qui sont en formation mais qui ne peuvent pas être seules, qui ont besoin de cette corde de rappel et de cet amour de proximité. Voilà, monsieur. Alors, je ne sais pas si je me tourne vers l'organisation parce que je crois qu'on déborde quand même un petit peu. Il y a une conférence après nous, oui. C'est ça ? Oui. Alors, je vous invite à ce qu'on poursuive nos échanges dans les magnifiques couloirs de l'OCDE. Merci à tous nos intervenants. Vous pouvez les applaudir pour la qualité de ce débat. Merci à tous.